simulation citoyenne pour constater le dynamisme commercial du centre-ville. Des élus sarregueminois sont allés à la rencontre des commerçants. La vacance commerciale est en baisse. 16,5% des cellules étaient inoccupées en 2019. Il en reste 13% en septembre 2024. Ça s'améliore dans la vieille ville, mais le point noir est toujours le Carré Louvain. Chantier au Super U de Rohrbach, le magasin va augmenter sa surface de vente, un drive va être construit et côté économie d'énergie, le magasin va être doté d'une pompe à chaleur et 5 ombrières photovoltaïques sont en cours d'installation sur le parking. Le Super U reste ouvert pendant les travaux. Bilan très positif pour le Pass Jeune version Grenzenlos. Les moins de 28 ans ont pu circuler en train à moindre coût cet été. 29 € par mois pour des trajets illimités dans la région Grand Est et dans les Länder allemands frontaliers. Il n'a que 14 ans et rêve déjà des plus grandes scènes. Maxence se passionne pour le chant depuis son plus jeune âge. Élève de 3e au collège de Sarralbe, il compose ses propres chansons et vise les auditions pour The Voice Kids. Comme un air de vacances au camping de Haspelshit, installé depuis les années 70 aux abords d'un des plus grands étangs des Vosges du Nord, le camping municipal s'est développé avec des logements en dur, des cottages et des hébergements insolites. Bémol cette année, l'absence de la structure gonflable flottante. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, le parc naturel régional des Vosges du Nord. On va largement en parler dans cette émission avec notre invitée du jour, Nathalie Marajo-Guttmüller, qui en est la présidente. On fera le point sur les différents projets tout à l'heure. On va d'abord au centre-ville de Sarreguemines. Les élus sont allés une nouvelle fois à la rencontre des commerçants pour faire le point sur la situation et trouver les améliorations nécessaires. Reportage de Camille Henriot et Dimitri Claus. Pour constater le renouveau du centre-ville, une déambulation citoyenne a été faite par le maire et plusieurs élus il y a quelques jours, avec plusieurs points chauds au programme, à commencer par la toute nouvelle place du marché, inaugurée en juin et qui devrait être un vrai plus pour le cœur de ville sarregueminois. Les nouveaux aménagements créent une dynamique, on le voit entre autres avec les animations qu'on peut réaliser, comme la scène ouverte qu'on voit juste derrière moi. Et effectivement, entre autres pour les cafetiers-restaurateurs, ça a permis l'extension des terrasses et de façon générale, ça crée une attractivité nouvelle pour le secteur. Moi je le vois au niveau des porteurs de projets, on est en contacté régulièrement et effectivement, malgré quelques locaux qui sont encore aujourd'hui disponibles, on a une vraie demande et je pense que ces locaux ne resteront pas vacants très longtemps. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle et donc on voit que les aménagements qui ont été faits portent leurs fruits. Les commerçants ont eux aussi déjà constaté une amélioration dans la vieille ville. Bien sûr, c'est mieux, c'est beaucoup plus sobre et nous sommes plus optimistes, notamment avec les terrasses des cafés. Il y a plus de fleurs et c'est beaucoup plus vert. J'espère à l'avenir qu'il y aura plus de résultats, mais petit à petit, on va y arriver. Un passage devant le Carré Louvain était aussi obligatoire. En juin, une autre enseigne nationale a fermé ses portes dans ce centre commercial où plus de la moitié des cellules sont toujours vacantes. Aujourd'hui, les galeries ont des difficultés un peu partout. Donc il faut revoir les concepts, il faut les adapter, il faut trouver les partenaires pour le faire dans la durée, avec des loyers qui soient abordables, avec des conditions qui puissent être évolutives positivement également. Voilà, donc on s'y emploie, ce n'est pas une tâche facile, mais on avance. Mais aujourd'hui, la vacance commerciale de Sarreguemines est en baisse. Alors qu'elle était de 16,5% en 2019, elle représente 13% en septembre 2024. En parlant de vacances commerciales, rue Raymond Poincaré, une cellule est toujours sans occupation, et ce, depuis un moment déjà. Il faut regretter que certains commerçants qui laissent des vitrines vides ou certains propriétaires ne soient pas très solidaires de l'effort en général déployé par les uns et par les autres, qui sont solidaires la plupart du temps, qui ont d'ailleurs des projets en commun. Et je sais que cette vitrine est très intéressante pour beaucoup de monde et il est dommage qu'on ne puisse pas avancer dans des négociations avec les uns et avec les autres pour faire avancer la ville tout entière. Même s'il reste encore des efforts à faire pour le redynamiser complètement, le centre-ville de Sarreguemines a enregistré l'ouverture de 16 nouveaux commerces en 2024. De nombreux travaux et aménagements ont été lancés cet été au Super U de Rohrbach-les-Bitches. Les propriétaires du supermarché ont investi plusieurs millions pour réaliser toutes ces évolutions, du changement de mobilier à un drive flambant neuf en passant par un nouveau sol. Pour réaliser tous ces travaux et aménagements, ce sont des entreprises locales qui ont été choisies. Reportage d'Emilia Zell.
Au magasin Super U de Rohrbach, plusieurs choses vont changer dans les prochains mois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La surface de vente va être remodelée et modernisée. Un nouveau revêtement de sol souple est en cours d'installation, les étagères vont être changées, le mobilier pour le froid et les fruits et légumes sont neufs. La galerie et les boutiques vont être réaménagées, une pompe à chaleur a été installée pour plus de sobriété énergétique. La surface de vente va également être agrandie en prenant de l'espace sur la réserve. À l'extérieur, les camions de livraison utilisent depuis peu un nouvel accès ne passant plus par le parking client. Un drive neuf avec 4 pistes va être construit. Sur le parking, 5 ombrières photovoltaïques ont été installées. Elles vont permettre au supermarché de couvrir un quart de sa consommation d'électricité. Les lampadaires vont également être remplacés par de l'éclairage LED. L'ensemble des travaux devrait être terminé à la mi-novembre. L'investissement total est de 3 millions d'euros. D'autres travaux ont commencé à Sarreguemines. Comiage, la compagnie immobilière Auer Geisler, a fait l'acquisition du presbytère de paroisse du Sacré-Cœur situé rue Clémenceau. Elle souhaite transformer ce bien en plusieurs logements étudiants. Le chantier vient de débuter. Au printemps prochain sera effectuée une consolidation du bâtiment. Les futurs locataires devraient pouvoir emménager en août 2025 dans les 3 à 4 logements créés. Coût de l'opération, 600 000 €. Autre chantier, cette fois sur les routes. La commune d'Étain a lancé en juin d'importants travaux de voirie dans les rues des Vergers et de Schmidwiller. Les travaux ont coûté très exactement 428 425 €, dont 59 610 € ont été subventionnés par l'État et 90 000 € par le département de la Moselle. Sur les près de 500 mètres de voirie, la totalité de la route a été creusée et les trottoirs seront mis aux normes PMR. La rue des Vergers a été élargie pour faciliter le croisement des véhicules. Des plateaux surélevés seront mis au carrefour de la rue des Vergers et de la rue des Jardins afin de faire ralentir les automobilistes. La rue des Vergers est maintenant terminée, mais la rue de Schmidwiller restera fermée à la circulation, sauf pour les riverains, jusqu'au moins le début du mois d'octobre. Circuler en train est moins cher. Cet été, les jeunes de moins de 28 ans pouvaient voyager en train pour seulement 29 € par mois dans la région Grand Est et les lenders allemands frontaliers. Après la fin du dispositif, l'heure est au bilan. Reportage de Camille Henriot et Dimitri Klaus. Une véritable réussite. Pour sa 2e année consécutive, le pass jeune Grenzenlos a très bien fonctionné. Il permettait à tous les jeunes de moins de 28 ans de voyager en train cet été à travers toute la région Grand Est et les lenders frontaliers allemands. Tout ça à moindre coût. Cette année, c'est un succès. Voilà des années qu'on essayait d'améliorer la question. Dans la région Grand Est, dans le cadre de sa compétence, à la fois des réseaux ferrés, mais également du transfrontalier, a trouvé un accord avec ses voisins allemands de Sarre, du Bade-Württemberg, de Rheinland-Pfalz, pour permettre aux jeunes ce fameux pass Grenzenlos, c'est-à-dire cette possibilité avec un prix forfaitaire de voyager entre ces différentes régions d'une manière tout à fait privilégiée. Alors ceci dit, dès le premier week-end du mois d'août, on a dépassé les 15 000 ventes de tickets. Donc on était déjà, dès le premier week-end, à 6% au-dessus du succès de l'année dernière. Ce pass s'avérait nécessaire pour faciliter les échanges franco-allemands, mais pas seulement. Cette année, en plus, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, dans l'optique notamment des Jeux Olympiques, puisque au niveau de la région Grand Est, eh bien, la jeunesse avait aussi certaines facilités pour se rendre à Paris, et puis la jeunesse de nos voisins allemands également pour passer la frontière, et pourquoi pas suivre le même mouvement. Voilà, donc c'est très encourageant en matière de circulation transfrontalière, ferrée bien sûr, mais de bon augure également pour l'avenir. La région Grand Est compte bien renouveler cette expérience avec ses partenaires allemands. Alors je pense que de toute façon, dans la mesure où la région Grand Est souhaite absolument promouvoir tout ce qui concerne le train, eh bien, il faut encourager à prendre le train, et la région Grand Est et ses partenaires auront donc certainement beaucoup d'idées à proposer à la jeunesse pour qu'elle voyage. Je crois que si on veut construire l'Europe, eh bien, voyager en Europe, faciliter le voyage, donc le rendre plus accessible, eh bien, c'est essentiel pour construire l'image européenne. D'ailleurs, à partir du mois d'octobre et jusqu'à la mi-2025, 30 nouvelles rames seront mises en service entre la région Grand Est, le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Je vous propose maintenant de découvrir le portrait d'un jeune homme bourré de talent. Vous avez découvert récemment sur notre chaîne Lohan et Giuliana, 2 chanteurs mosellans qui participent à l'émission The Voice Kids sur TF1. Maxence, lui, rêve d'y participer et même au-delà, il rêve de devenir chanteur professionnel. Marie-Morgane Pires l'a rencontré pour découvrir son univers. Mais
La musique, ça prend presque une grande partie de ma vie puisque j'ai envie de faire ça et je peux pas vivre sans musique. Je mange musique, je dors musique, enfin voilà. Il ne peut pas passer une journée sans chanter. Vous l'aurez compris, la musique a une place particulière dans la vie de Maxence. L'adolescent de 14 ans, originaire de Sarralbe, a trouvé sa passion dès son plus jeune âge. J'ai toujours aimé la musique, donc depuis mes 6 ans à peu près, je chante. Et à 10 ans, j'ai pris des cours de chant et j'ai toujours aimé la musique et j'aimerais faire ça de ma vie. Si seulement elle savait comment tu imaginais, elle pourrait t'abîmer. Maxence suit des cours de chant à l'école de musique de Sarralbe. À côté de ses entraînements avec sa coach et ses répétitions à la maison, il commence à enchaîner les scènes de plus en plus grandes. Cette année lui a particulièrement souri. Après avoir remporté le concours de jeunes talents organisé par le Lions Club à Sarreguemines, il a été repéré par Jackie Lox. Le chef de chœur l'a invité à participer au concert Au cœur des Jeux au Galaxy d'Amnéville au mois de juin. Le jeune Sarralbigeois y a interprété 2 titres, entouré par 1200 choristes. C'était vraiment incroyable. Pendant une semaine, on a répété là-bas. La salle était énorme. On a fait des répétitions avec les choristes. C'était hyper beau avec l'orchestre symphonique. Et c'était assez impressionnant de chanter devant 6000 personnes, même si je ne les voyais pas trop à cause de la lumière. Et c'était un beau projet et si je pourrais le revivre, je le ferais 10 000 fois. Donc, ouais. J'adore chanter devant un public, partager ce que j'ai envie de partager, défendre des choses dans les chansons, m'exprimer. Et j'ai toujours aimé chanter devant un public sur une grande scène, donc ouais, j'ai envie de faire ça. Actuellement en 3e au collège de Sarralbe, Maxence rêve de pouvoir vivre de sa passion. Il espère pour cela gagner en visibilité en participant, pourquoi pas, à des concours nationaux. Je vais essayer de tenter The Voice Kids, déjà pour essayer de me faire un peu plus connaître. Et puis ça a l'air une aventure assez incroyable, donc j'espère que je vais réussir. Et puis oui, j'ai quelques scènes. Et puis je commence à composer mes propres chansons, donc ouais, j'ai pas mal de projets pour l'instant. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, me voilà, me voilà, voilà. Et oui, Maxence rêve de décoller avec ses chansons. Et bien ce week-end, vous avez tous l'occasion de décoller, littéralement. Le Club Espoir Aéronautique organise ses portes ouvertes à l'aérodrome de Sarreguemines. Et cette fois, c'est couplé avec l'opération Ça plane pour elle, qui a lieu d'habitude en juin, mais qui n'avait pas pu se dérouler cette année. Tarif réduit, du coup, pour les femmes qui veulent faire un baptême de l'air en planeur, en ULM ou en avion. Il y aura aussi une exposition d'aéronefs et la possibilité d'accéder au simulateur de vol. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 17h. Dimanche, vous avez l'occasion de faire de bonnes affaires. La Croix-Rouge de Sarreguemines organise son traditionnel marché aux puces de la solidarité. Si vous aimez chiner, n'hésitez pas, c'est l'un des plus grands marchés aux puces de la région. Il se déroule sur les parkings de la zone commerciale de Neunkirch. Et puis côté bonnes affaires, vous trouverez sans doute aussi votre bonheur à la Foire Saint-Michel. Elle se déroule la semaine prochaine, mais je vous en parle déjà pour que vous la notiez dans votre agenda. Ce sera mercredi 11 septembre au centre-ville de Sarreguemines, en espérant évidemment que la météo sera de la partie. On va déjà regarder les prévisions pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modèle Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera un temps plus couvert mais laissant tout de même passer quelques éclaircies. Mais pour la journée, aucune averse n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de 15 à 16 degrés et les maximales de 22 à 23 degrés. Demain nous fêtons les Bertrands et il fera jour de 6h55 à 20h03. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le 15 septembre, le festival Euroclassique accueille Karam Al-Zouhir à la salle des fêtes Pierre Toulis de Binin. Découvrez cet artiste né dans l'univers de la musique syrienne et orientale. Avec son alto, il crée des harmonies inattendues, reliant son passé syrien et son présent français. Vivez un moment mélodique et nostalgique. Achat des billets sur ticket-régional.fr, à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche, ainsi qu'à la caisse du soir.
haben wir dann schon. Die faule Pferde, die schwitzen gern. Ja. Aber die faule Kühe, Die schwitzen nicht. ja, das ist bekannt. Er ist charmanter Mann, ein sehr feiner Kerl. Aber es. Ich sind klein, aber die kleinen Krotten, die haben aber auch Gift. C'est l'heure du Café Grenzel. Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien vous invitent dans le fabuleux jardin du château Hutschneider pour un moment de pur bonheur. Des blagues, de la musique, des films d'archives et un invité de marque, Roland Roth. Mein Platz ist etwas anders wie da in Sargmen. Ne? Ich komme hier vom Kurvegebiet. La présidence du Parc naturel régional des Vosges du Nord a changé, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de vous accueillir sur ce plateau. Nathalie Marajo-Guttmüller, vous avez pris la relève après Michael Weber. Pour vous, c'était une suite logique. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Alors les suites ne sont jamais logiques parce que c'est une élection, mais je suis entrée dans le parc en 2014. J'étais alors première adjointe à Wörth, donc en Alsace du Nord, et je suis rentrée par le biais d'un comité de pilotage autour des musées. J'étais présidente du musée de la bataille du 6 août 1870 à Wörth, et je suis entrée dans le comité de pilotage de la conservation des musées. Et très vite, c'est vrai, le parc, c'est une instance qui m'a beaucoup plu, et j'ai fait différents projets dans ma commune avec le parc. En 2015, je suis devenue conseillère départementale du Bas-Rhin, et à ce titre, j'ai intégré le comité syndical. Et puis, il y a 2 ans, je suis devenue vice-présidente. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une continuité, mais je n'étais pas non plus la plus ancienne. Oui, il y a une continuité, mais il fallait quand même passer par la case élection. Tout à fait. Ça a été un succès sans souci. Alors, au parc, il y a beaucoup de projets qui sont de longue haleine. Je pense par exemple à l'éco-rénovation, l'accompagnement pour l'éco-rénovation. Ça va continuer. Bien sûr, et c'est de plus en plus un enjeu. Alors c'est vrai que cette année, nous avons fêté les 20 ans de l'éco-rénovation. C'est à peu près 4000 conseils que nos architectes ont donnés à des particuliers ou à des communes. Et c'est vraiment un enjeu important parce qu'on va quand même vers la zéro artificialisation nette, hein, c'est la loi ZAN. Et on a une chance, parfois ça pouvait peut-être paraître comme quelque chose de négatif ou de péjoratif d'avoir beaucoup de logements vacants. On en a 4500 dans le périmètre des Vosges du Nord, et aujourd'hui c'est une chance parce que ça nous permet de développer l'habitat, le logement, sans artificialiser les sols. Et avec les conseils en éco-rénovation, ça permet d'avoir des rénovations vertueuses, durables, de faire travailler des artisans locaux, et nous travaillons aussi à la formation de ces artisans, mais également à la formation des particuliers qui veulent rénover eux-mêmes leurs habitations. Donc ça fait vraiment partie intégrante de notre politique, et c'est vraiment un enjeu pour le développement de nos petits villages, des plus grandes villes, de pouvoir proposer une offre d'habitat pour des jeunes ménages, par exemple. Oui, parce que quand on parle de parc naturel régional, les gens souvent pensent à la nature, la forêt, ils n'imaginent pas, il y a des gens qui vivent au cœur du parc. Tout à fait, et c'est un petit peu la mission première d'un parc, c'est de faire cohabiter, et je le dis souvent, l'homme et la nature. Il y a de la vie dans un parc, on vit dans un environnement souvent privilégié, exceptionnel, c'est pour ça qu'on est labellisé parc, mais on veut vraiment favoriser la vie, et puis une vie agréable, et le développement aussi. Le parc ne s'oppose pas au développement économique, social. Et c'est justement l'enjeu, le défi, parce que ce n'est pas simple de permettre ce développement-là tout en respectant l'environnement. C'est des défis, ce sont des défis vraiment passionnants, jamais simples, mais on y arrive. Alors, on vous sent passionné. Alors dites-nous un petit peu quels sont les autres projets qui vont continuer sous votre présidence. Alors, pour l'instant, on avait mené des gros projets d'investissement pour renaturer ou restaurer la continuité écologique avec les projets Life Bio Corridor. Là, ils sont terminés. C'était de gros chantiers. On a beaucoup de projets. Agrandir, par exemple, la réserve naturelle de Bitche, des tourbières de Bitche. On travaille actuellement autour du paysage avec le club vosgien pour réaliser des kits d'abri qu'ils pourront construire eux-mêmes. Et on a énormément de projets, mais aussi notre cœur
cœur de métier, et souvent c'est pas forcément connu, c'est d'apporter notre expertise, le conseil de nos agents qui sont tous des spécialités dans leurs domaines différents auprès des communes, des intercommunalités, pour apporter des conseils et parfois aussi des idées neuves. J'entends beaucoup ça de la part des maires, c'est que les agents du parc, même si on veut répondre aux besoins, on ne veut pas être pyramidal et vertical, que les idées viennent d'en haut. On veut vraiment être à côté d'eux, accompagnés. Mais l'éclairage de nos agents apporte parfois des pistes nouvelles et qui intéressent beaucoup les élus locaux. Donc ça, c'est un peu un appel du pied aux élus, et ayez le réflexe de faire appel au parc. Réflexe parc. Il y en a beaucoup qui l'ont, et souvent ceux qui vraiment font la promotion du parc, ce sont les élus qui ont travaillé avec le parc. Et quand on en parle peut-être de façon un peu moins positive, c'est parce qu'on ne connaît pas vraiment bien ce que fait le parc. C'est parce qu'on n'a pas encore travaillé avec. Il y a la souscription aussi des parcelles de forêt en libre évolution. Alors ça, est-ce que c'est une nouveauté et ça consiste en quoi? Oui, tout à fait, c'est une nouveauté. Donc on a signé avec la Fondation du patrimoine, qui ne s'occupe pas seulement du patrimoine architectural, mais aussi du patrimoine naturel, une convention lors de la Nuit des forêts pour mettre en libre évolution de petites parcelles, des placettes. Alors, il y a un gros projet de Francis Allais qui veut mettre 70 000 hectares de forêt sous cloche. Ce n'est pas forcément la manière dont nous envisageons la forêt et puis la cohabitation entre l'homme et la nature. Notre objectif, c'est de déjà observer sur ces placettes l'apport, le bénéfice de la libre évolution, mais aussi de permettre, notre objectif, c'est vraiment de continuer de développer l'économie du bois, donc de ne pas mettre la nature sous cloche, de permettre la présence humaine dans la forêt. Je crois qu'on a besoin de nature aussi, et de plutôt essayer d'étendre une gestion vertueuse des forêts. Celle des Vosges du Nord est relativement bien gérée, que ce soit par les services publics, l'ONF avec qui nous travaillons parfaitement bien, ou les forêts privées. On a une manière de gérer la forêt qui devrait être certainement étendue et prise pour exemple. Elle l'est souvent, plutôt que de mettre complètement la forêt sous cloche. Mais ces petites placettes de libre évolution permettent déjà d'observer, c'est très important. On a différents observatoires photographiques. Il y en a un qui va être lancé là grâce au Grand Est par le projet Life Biodivest pour observer la forêt. Et depuis 20 ans, on observe déjà le paysage. Ça donne énormément d'informations pour prendre les décisions du futur et mener une réflexion autour de la forêt. Là aussi, l'objectif, c'est d'être dans l'idée de la cohabitation. On ne va pas tout d'un coup interdire des endroits de forêt aux promeneurs, etc. Pas du tout, mais on va inciter et éduquer les promeneurs. On a le projet de quiétude-attitude qui va être très très prochainement, il a déjà été voté, étendu à une grande partie du parc, où on rappelle les bons usages. Beaucoup de promeneurs les ont déjà, mais parfois il faut les rappeler pour que justement on puisse continuer d'aller dans la forêt sans la mettre en danger, sans mettre la faune, la flore en danger. Alors le parc en tant qu'institution, entre guillemets, vous avez obtenu la reconduction de la liste verte auprès de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est quoi cette liste verte et ça apporte quoi au parc ? Alors c'est vrai que c'était un des premiers défis. À peine j'ai été élue, on a eu la visite d'un inspecteur de l'UICN, donc c'est l'Union internationale de la conservation de la nature, qui privilégie des sites naturels très bien gérés. Alors il y a des listes noires avec les espèces en voie de disparition, les espèces qui disparaissent. La liste verte, c'est plutôt de voir ce qui est positif et quelles sont les gestions vertueuses et qui sont bénéfiques pour l'environnement. Il y a seulement 60 sites dans le monde qui ont ce label, donc on en est assez fiers, 60 au niveau mondial. Et donc on a été vraiment complimentés sur la manière dont nous gérons les aires protégées. Et c'est vrai que vu le peu de personnes qui sont labellisées, la rareté fait peut-être aussi la qualité de ce label dont on est assez fier. Ça montre que notre travail est positif. Par exemple, le retour de la cigogne noire montre une qualité des eaux à des endroits où on a bien géré les aires protégées. Voilà, ce sont des indicateurs, des témoignages de notre bonne gestion. Et donc c'est une récompense, c'est vrai, c'est un label, c'est un titre, mais c'est toujours très encourageant pour notre équipe. On a placé aussi cette interview sous le thème Objectif 2030 pour le parc naturel régional des Vosges du Nord. Quels sont les prochains projets et ils s'inscrivent comment ?
Alors, quand j'ai été élue, un de mes objectifs, c'est d'impliquer les jeunes. Moi, je suis aussi enseignante, je suis professeure de lettres dans un collège et je pense que c'est très très important, mais pas simple, d'impliquer les jeunes dans nos projets et qu'ils s'approprient le parc, qu'ils sachent déjà qu'ils habitent dans un parc et qu'on leur apprenne à connaître, à aimer le parc pour qu'eux, à leur tour, s'investissent pour notre patrimoine, pour tous nos patrimoines et s'y intéressent et aiment notre patrimoine pour devenir les ambassadeurs du parc. Et on a aussi un gros chantier qu'on a ouvert cette année, c'est la révision de la charte. Un parc est labellisé parc pour 15 ans. Donc là, on a commencé cette année à revoir le périmètre du parc et puis pendant les 2 prochaines années, on va être dans la concertation pour vraiment fixer les futurs objectifs. Alors c'est un exercice très difficile à l'heure où tout progresse très très vite, la technologie, peut-être les mentalités aussi, la société, parce que là on va devoir se projeter jusqu'en 2045. La prochaine charte c'est 2030-2045 et on va fixer des objectifs pour 2045. Donc c'est un exercice assez difficile mais qui permet de vraiment réfléchir et savoir ce qu'on veut pour notre territoire, même s'il y aura des inconnus, on ne peut pas prévoir, on n'a pas de boule de cristal. Et l'objectif c'est d'associer au maximum, pas seulement les élus locaux c'est important d'avoir leur avis, j'en ai déjà beaucoup qui sont très préoccupés par le réchauffement climatique, mais de toute la population, de vraiment faire de la concertation la plus élargie possible pour fixer des objectifs qui correspondent aux besoins et aux attentes de la population. Alors vous parlez de territoire, vous parlez de périmètre, est-ce que le périmètre du parc pourrait encore évoluer ? Tout à fait. Donc cette année, on a proposé, on avait des communes qui étaient membres du parc, il y en avait 111, et on avait des communes associées. C'est qu'elles ont déjà montré un intérêt pour le parc et peut-être une envie d'y adhérer. Et donc là, j'ai rencontré en juillet toutes ces communes associées, en général le maire, un adjoint et puis le délégué du parc, pour leur demander s'ils sont partants pour 2030, pour faire partie du parc. On a étudié aussi la pertinence d'agrandir et toutes ces communes présentent des intérêts patrimoniaux, environnementaux, etc. Il n'y en a aucune qui dénote et donc on leur a proposé, pour l'instant on a pratiquement tous les retours positifs et donc le périmètre s'agrandirait d'à peu près 30%. Ce qui est énorme. Ce qui est important, voilà. Mais ça sera peut-être la limite. Parce qu'il faut quand même une certaine cohérence, donc ça sera certainement la limite, on n'agrandira plus, je pense, après, mais voilà, là, on sera en 2060. Énorme. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça en participant à cette émission. On va rester dans le périmètre du parc naturel régional des Vosges du Nord. Pour la dernière carte postale d'été, on vous emmène au camping municipal de Haspelschit. Il s'est développé depuis le début des années 70 au bord de l'un des plus grands étangs des Vosges du Nord. Camille Henriot a enfilé une dernière fois sa tenue de campeur pour une visite des lieux. C'est tout un village qui s'est construit ici avec des habitations parfois perchées dans les collines à quelques centaines de mètres de l'étang de Haspelschit. Sur ce camping municipal, certains se fréquentent depuis des années. Ils ont déjà établi des liens d'amitié avec leur voisinage. Je suis là depuis 50 ans. Auparavant, j'avais une caravane qui se situait juste derrière nous. Ici, j'adore la nature, je peux faire du vélo, aller chercher des champignons, faire des promenades en forêt et les randonnées. En 2007, ils ont décidé que les camping-cars devaient partir de cet endroit et finalement, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette jolie maison au toit gris et j'ai pu déménager là-bas. Entre-temps, la commune de Haspelschit a choisi de développer son offre d'hébergement plus touristique avec l'arrivée des cottages. Ces cottages ont notamment servi pour une résidence d'artistes en début d'année. De l'autre côté de la colline, ce sont des drôles de petites maisons qui ont séduit cette fois-ci des touristes venus de la région. Je cherchais un hébergement un peu particulier pour changer un peu de style de tous les jours et j'ai loué donc le premier hébergement la semaine dernière et puis j'ai trouvé un endroit tellement sympa et chouette avec le lac et la petite plage, donc j'ai reloué ça pour moi et mes 2 enfants là ce week-end, donc vraiment là, en dernière minute et puis c'était dispo, donc ça change un peu de tous les jours et c'est sympa. Ça commence à évoluer, on est passé de 1 à 5
hébergement insolite. Et puis on part un peu dans ce milieu-là, dans ce côté sympathique et convivial. Au total, le camping dispose de 300 emplacements, dont une cinquantaine de places réservées pour les caravaniers et les tentes. Ce que regrettent néanmoins les touristes cette année, c'est l'absence de structure pour la pratique des activités nautiques. Avant, il y avait le parcours sur l'eau là-bas, et il n'est plus là depuis cette année. Il n'y a plus que les bouées. Et surtout, il n'y a plus le ponton. Les enfants appréciaient vraiment pouvoir sauter depuis ce ponton, mais il n'est plus là. Financée en totalité par Howard Corporate, la structure gonflable de 400 m² n'a finalement pas été mise à l'eau cette année. Un choix assumé par la municipalité. Vu la météo, on a dû abandonner la structure gonflable. Donc la réalisation pour un coût de budget, tout simplement. Et il faut d'abord être bon gestionnaire avant tout. Et on s'est rendu compte que vu que la saison commençait très tardivement, on ne pouvait pas se permettre d'assurer la plateforme sans perdre de l'argent. Donc on a préféré, cette année en tout cas, l'abandonner. Le maire de Aspechit s'explique également sur l'absence du ponton. En fait, elle nous permettait aussi de faire des départs de pédalo, de paddle, des choses comme ça. Alors il n'était plus conforme. Donc cette année on l'a retiré, mais on va repartir sur une construction neuve et voir peut-être même sur des assemblements on va dire flottants qui seront plus conformes, et pour plus de sécurité on préférera se diriger vers ça et le remettre pour l'année prochaine. Des efforts ont été faits pour redynamiser l'activité au niveau de l'étang, par exemple avec ce stage de nage en eau libre proposé par Aurélie Muller. Et de nouvelles pistes de réflexion ont été lancées pour agrandir l'offre en hébergement ces prochaines années. Nous, ce qui nous intéresse justement, c'est de combler les friches et tout ce qui est en mauvais état. Comme là, au passé, nous avons enlevé plus de 20 emplacements, 20 chalets en mauvais état. Et on essaie de leur donner un nouveau sens et une nouvelle vie, un côté différent en ce qui concerne le camping. En attendant, l'accueil des touristes se poursuit. La saison 2024 doit se terminer uniquement fin octobre.